Dada est un mouvement artistique pluridisciplinaire et intellectuel du XXe siècle en réaction à la guerre de 14 et aux conventions artistiques et politiques de cette période. Ce mouvement est né le 5 février 1907 à Zurich en Suisse, dans un café littéraire que les poètes Hugo Ball, Richard Husselbeck, Tristan Tzara et les peintres Jean Arp, Marcel Janco, Sophie Tabuber et une page de dictionnaire prise au hasard ont rebaptisé le cabaret Voltaire. Tous ces artistes se réunissaient ensemble dans ce cabaret et se mirent à faire des sketchs complètement absurdes sans aucune visée artistique. Ils revendiquaient simplement un esprit d'enfance et un rejet de la raison et de la logique, mais aussi l'extravagance, la dérision et l'humour. Dada n'a pas de chef à proprement parler. Tous les dadaïstes étaient présidents. Ces artistes ont réinventé la peinture, la poésie, la photographie, le cinéma et la musique, en invitant le non-art dans l'art et en étant donc à l'origine de l'art moderne et contemporain, notamment avec l'invention des ready-made par Marcel Duchamp. Il est impossible d'assimiler Dada à quelconque autre mouvement, de par leur originalité et leur refus de toute règle. Les membres de Dada créèrent un nouveau langage artistique. Ils utilisèrent tout type de matériaux et tout au long du mouvement s'inspirèrent du thème de l'enfance ou encore de l'érotisme qui à l'époque n'était que très peu traité dans les disciplines artistiques. Dada fut une véritable révolution au sein de l'art. Mais au fond, en quoi ce mouvement influença-t-il les autres mouvances du XXe et du XXIe siècle? En quoi est-il une rupture avec les disciplines artistiques passées? Dada est avant tout un mouvement de création plastique dans l'exploration constante des frontières entre art et non-art, et rejetant toutes les formes d'expression intellectuelle. Un des chefs de file du mouvement était Raoul Haussmann. Il fut l'un des membres les plus actifs de Dada, grâce, entre autres, à ses photomontages et ses poèmes phonétiques. Il créa la revue Club Dada et en 1919 la revue Dada, qui participèrent activement à l'expansion du mouvement de l'Allemagne vers la France. Dès la fin des années 20, beaucoup d'artistes parisiens se retrouvèrent dans le travail de Haussmann et rejoignent les adeptes Dada au cabaret Voltaire. L'influence de Raoul Haussmann fut énorme. Cette forme de poésie perturbante et cet humour dévastateur que l'on retrouve dans la plupart de ses œuvres furent les points de départ de grands mouvements tels que le pop art, le néo-dadaïsme ou le fluxus. En réaction avec le mouvement Dada des années 20 et en opposition avec les mouvements post-Dada, souvent trop intellectuels, on assiste en 1954 au retour nécessaire vers le dadaïsme. Deux artistes américains, Jasper Jones et Robert Rauschenberg, créent à New York le néo-dadaïsme. Largement influencé par les travaux d'Haussmann, mais aussi par ceux de Man Ray et de Marcel Duchamp, ils commencèrent à développer leurs propres idées sur l'art. Leurs œuvres ne s'inscrivant dans aucun mouvement artistique, ils se proclamèrent néo-dadaïstes, afin d'afficher leurs références plus que pour s'inscrire dans la mouvance Dada à proprement dite. Grâce à des tableaux presque simplistes comme Green Target de Jasper Jones, Jasper Jones fait figure de chef de file du mouvement et est largement associé à la création des mouvements tels que le pop art. Certains même l'associent à ce mouvement au même titre qu'un autre artiste, Richard Hamilton. Bien que contemporain au pop et aux autres grands mouvements de l'époque, le fluxus, ces deux artistes n'en étaient pas pour autant membres. L'art n'appartient à personne, déclara Hamilton en 1958. Cependant, lorsque l'on met en parallèle une de ses œuvres intitulée Just What Is That Makes Today Homes of So Different So Appealing avec le photomontage Dada Siect de Raoul
Haussmann, la ressemblance est indéniable. Bien que plus moderne, l'œuvre d'Hamilton est donc une œuvre imprégnée de la culture dada jusqu'à même retrouver la même perspective. C'est cette frontière entre l'art et le non-art, le bon goût et le mauvais goût qui est recherchée dans ces deux œuvres. Les membres de Dada ne s'intéressaient pas à la création de nouvelles règles esthétiques, déclara Haussmann dans le courrier Dada en 1958. Mais contre leur volonté, ce sont toutes les règles que les dadaïstes anéantirent. De leur simple création réactionnaire naquit une grande partie de l'art contemporain, de l'expressionnisme abstrait jusqu'au nouveau mouvement que l'on peut connaître aujourd'hui. Le pop art, par exemple, fut largement inspiré par Dada, d'un côté plastique, mais aussi dans cette forme de désacralisation de l'art, à toute volonté de la rattacher au monde moderne et détruisant toutes les règles esthétiques avec humour. Bien que plus politisé, le mouvement Fluxus s'inscrit dans cette lignée Dada. La valeur iconoclaste des œuvres des artistes du Fluxus rappelle indéniablement cette volonté de destruction des règles et ce comportement quelque peu anarchique des membres de Dada. C'est à la fin des années 50 qu'est créé Fluxus, avec à sa tête Georges Maciunas. Influencés principalement par Dada et par la philosophie zen, les artistes Fluxus explosèrent littéralement les limites de la pratique artistique, en abolissant ces frontières entre les arts. Ils créèrent un véritable lien entre l'art et la vie, et débutèrent une réflexion profonde sur l'art qui encore aujourd'hui sert de base à bon nombre d'artistes. La musique que vous entendez est une des trois gnossiennes d'Erik Satie. Celle-ci fut composée en 1891, bien que la date ne soit pas précise. On a souvent nié l'appartenance de Satie à quelconque mouvement artistique, mais lui-même se revendiquait comme membre actif du mouvement Dada, puis le quitta dès la création du surréalisme pour éviter les conflits entre ces deux mouvements. Satie révolutionna réellement la musique en dépouillant les mélodies jusqu'à la forme la plus minimaliste possible. De cette manière, il se met en opposition avec tous les mouvements musicaux qui le précédaient. Erik Satie naquit à Honfleur le 17 mai 1866. Après avoir pris des cours d'orgue, il gagne Paris avec son père et rentre au conservatoire, puis le quitte après que ses professeurs l'aient jugé sans talent. Satie s'implante alors à Montmartre et se rapproche de nombreux artistes de l'avant-garde et d'autres artistes comme Tzara et Jean Harpe. Malgré qu'il soit le plus souvent assimilé au mouvement avant-gardiste, Satie se rapproche plus d'une création dadaïste, cette forme de non-art qu'il affectionnait. Ses influences sur la musique sont nombreuses et diverses. Certaines sont évidentes, tandis que d'autres le sont beaucoup moins. Disons plus simplement que la plupart des compositeurs modernes sont de près ou de loin influencés par cet homme énigmatique qui, de manière assez discrète, créa quelques-unes des plus belles mélodies du XXe siècle. L'artiste que vous entendez maintenant est sûrement un des artistes les plus influencés par Erik Satie. On retrouve chez González ce même goût pour les mélodies simplistes et cette envie certaine de se retrouver seul face à un piano, sans autre artifice.
C'est d'ailleurs cette simplicité, cette volonté de se limiter au nécessaire, sans se soucier de l'évolution permanente de la musique électronique, qui caractérise le plus ce jeune pianiste canadien berlinois récemment installé à Paris. Révélé au grand public par la bande-son du film de Genet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, dont est tirée cette chanson, Yann Tiersen se revendique comme un réel descendant de Satie. Il le considère comme un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique. Même si son influence n'est que partielle sur la musique de Tiersen, on retrouve ce goût des mélodies colorées et mélancoliques à la fois. Finalement, on remarque chez ces deux artistes l'influence de leur quartier de résidence commun, Montmartre, dont les adjectifs colorés et mélancoliques sont les plus représentatifs, puisqu'utilisés par ces deux artistes à propos de ce même quartier. Erik Satie a donc à sa manière et sans aucune prétention révolutionné la musique moderne, et à la manière de tous les artistes dada, rendu les créations postérieures à son œuvre totalement en rupture d'avec les mouvements précédents. La grande leçon de Dada n'est donc pas seulement une leçon esthétique, mais surtout une leçon philosophique. C'est en remettant tout en cause, toujours, tout le temps, que Dada va s'inscrire dans les annales comme un réel mouvement qui influença le XXe siècle. « Je me révolte, donc nous sommes », dira Camus. Contre toute alerte, les artistes Dada vont insuffler au monde de nouveaux concepts artistiques et vont apprendre que si l'art est difficile, il est encore plus dur de ne pas créer. Et c'est en instaurant une donnée réellement philosophique et profonde à leurs œuvres que les dadaïstes eurent cette influence. Cependant, si les mouvements néo-dada, Fluxus et pop art s'inscrivent dans la lignée Dada, leur influence n'en furent que réduite, car la base même de cette révolution Dada était le fait d'être novateur, d'apporter à l'art une dimension nouvelle, le non-art dans l'art. Aussi, on peut considérer que si cette révolte artistique n'avait pas eu lieu, notre vision de l'art serait maintenant très différente. Par contre, si au jour d'aujourd'hui se créerait un mouvement comme Dada, celui-ci n'aurait aucune influence car l'histoire n'est plus la même et le public non plus. Mais alors, quelle sorte de mouvement artistique pourrait de nos jours faire scandale et créer une vraie révolution dans l'art ?